perçoit 7 à 10 milliards d'euros par an. C'est votre pognon, hein, c'est notre pognon tout ça. Hein. Ok? S'arrange pour maintenir les enfants dans la maltraitance. Quand des enfants sont placés dans des familles où ils sont un peu respectés, on enlève les enfants à ces familles-là. L'ASE, oui, il y a au sein de l'ASE une filière, avec ou pas son consentement, j'en sais rien, mais ça c'est pas mon boulot, il y a des flics pour ça. Il y a une filière clandestine, mafieuse, à travers laquelle passent des enfants mineurs étrangers. Dans mon dernier livre, que ceux qui me critiquent n'ont jamais lu, j'ai lu, moi, les rapports d'Europol et d'Interpol. Je suis en contact avec Interpol et Europol. Et j'y suis aussi pour vous défendre. D'accord? Je suis avec des gens qui travaillent sur des dossiers de trafic humain. Il y a un rapport qui a été dicté. 61% des enfants, vous savez les enfants que vous voyez sur les bateaux en plein milieu de Méditerranée, 61% voyageant seuls disparaissent une fois qu'ils posent le pied sur le sol. Ah ouais, ça c'est des chiffres qui font mal. C'est sûr que nous, on a toujours de l'empathie, de la bienveillance à se dire, mais on ne peut pas les laisser là, ils vont crever. Non, quand ils arrivent, ils vont crever. Et personne ne mettra en doute ce que je vous énonce parce que c'est établi dans des rapports de très haut niveau. Donc c'est pour ça que je suis fier que vous m'ayez aussi choisi pour être avec vous dans ce combat, parce que mon père me disait tout le temps, Morad, n'oublie pas, une seule main n'applaudit pas. Donc je sais que je ne gagnerai pas tout seul. C'est pas une question de sauver mes propres enfants, parce que je vais vous dire franchement, j'aurais fini par les faire couler. Mais j'ai tellement vu de détresse, tellement vu d'horreur s'exprimer de manière si bienveillante, si malheureuse. Comment dire, on ne voit pas ces Français-là, on ne les voit pas ces Français-là. Ces Français-là, ils n'intéressent personne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à milieu de se rendre compte de ce que devient la vie d'une maman une fois qu'elle est prise dans ses réseaux et qu'elle est isolée par ses réseaux. Elle est détruite socialement, détruite financièrement, détruite psychologiquement. Il y en a ici qui ont eu le courage de venir et qui ont témoigné. Il faut savoir ce qu'elles vivent. Et j'insiste sur le fait que c'est souvent des mamans qui sont prisonnières. Même si moi je suis un papa, on est 10% à peu près pris dans les taux. Mais la majorité, c'est des mamans. C'est beaucoup plus facile pour eux de prendre des mamans et de les isoler et d'abuser de leurs enfants. Alors oui, j'ai écrit récemment à Brigitte Macron. J'attends sa réponse. J'irai la voir avec une délégation. Et dans cette délégation, j'y mettrai un gilet jaune constituante. Parce que je leur dois un merci. J'irai voir Gérard Darmanin. Gérard Darmanin, je lui ai transmis les noms de policiers et policières qui appartiennent aux brigades de protection de la famille, qui n'ont jamais arrêté un seul réseau pédocriminel depuis que ça existe. J'ai donné leurs noms. J'en cite certains parfois, genre Émilie Salé, chef de la brigade de la famille, au 17e arrondissement du commissariat de Paris. Elle se garde bien de porter plainte pour diffamation contre moi. Donc, Gérard Darmanin, je lui ai envoyé un recommandé, j'ai la copie de la lettre ici, vous avez pu le voir ça sur ma vidéo d'il y a 2 jours. Eh bien, Gérard Moussa Darmanin, toi dont le grand-père priait l'islam, j'aurais espéré qu'il prie Dieu, parce que les catholiques ne me disent pas qu'ils prient le catholicisme. Mais bon, on va dire que c'était l'émotion, c'était ta première journée en tant que ministre. Mais néanmoins, sur le fond, Gérard Moussa Darmanin, moi je suis venu à toi. Et je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec des millions de Français que je représente. Donc on va voir ce qu'il va faire. Lundi, j'envoie une lettre à Jean Castex, Premier ministre. Parce que ne croyez pas que je ne bosse pas. On est tout un groupe à travailler. Je vais vous dire pourquoi nous contactons Jean Castex. Nous venons de découvrir avec un groupe de mamans agissantes, pour certaines qui ont connu l'horreur, que des enfants français, via l'ASE, étaient envoyés au Sénégal et à Madagascar pour des soi-disant stages de rupture. La majorité des enfants qui étaient envoyés là-bas, seuls, isolés de leurs parents, étaient pour la plupart d'entre eux agressés sexuellement. Ça se passe en ce moment en France et c'est avec votre argent. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Faites-moi confiance, je vous fais confiance. Et Jean Castex, publiquement,
Il va recevoir une lettre en recommandé qui partira demain, donc qui lui arrivera normalement mardi ou mercredi. Je demande audience auprès de lui. Je serai accompagné cette fois de maman, probablement d'un enfant qui a été victime de ce réseau-là. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. Récemment, effectivement, on m'a évoqué la personnalité de M. Dupond-Moretti. Bon. Tout ce que je sais le concernant, pour moi, ça reste des faits graves. J'ai effectivement écouté, lu avec attention des documents écrits par monsieur le journaliste Garde, qui a fait un travail magnifique et qui a produit un film, sur Outreau. J'ai lu le livre effectivement de monsieur Thomé. J'ai lu Le Torchon de Florence Aubenas, La Méprise, qui bizarrement a le droit à tous les passages télé, alors qu'elle n'avait pas lu les 30 000 pages du rapport ni du dossier. Je regrette, et je suis très triste, qu'un homme, avocat, ait pu torturer psychologiquement des enfants mineurs qui étaient reconnus par des médecins comme étant avoir été violés. Je suis triste de savoir qu'un homme avec une robe d'avocate a tellement, comment dire, je me garde bien d'avoir de l'émotion lorsque j'évoque tout ça, crié sur une petite fille de 7 ans qu'elle s'est fait pipi dessus. Je regrette que l'administration judiciaire de l'époque ait placé les enfants dans le box des accusés au prétexte qu'il n'y avait pas de moyens. Ce qui a permis à Mme Florence Aubenas de rapporter que les accusés étaient dans le box tout en sachant qu'elle savait que c'était des enfants qui étaient. Et ça, je trouve ça horrible et je trouve ça criminel sur le plan intellectuel. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est aussi mon job par rapport à tout ce que je décèle, par rapport aux manières systémiques, parce que j'insiste, les dossiers se ressemblent énormément. C'est toujours les mêmes méthodes pour tuer une maman plaignante, toujours les mêmes méthodes. Enquête de police falsifiée, un vice-procureur qui s'arrange pour classer sans suite, puis après une juge d'affaires familiales qui rend un jugement complètement arbitraire délirant. Et puis après la maman insiste, et ben on trouve un médecin expert psychiatre qui va faire un rapport bidon et dire exprès qu'elle est folle. Et là l'enfant, effectivement, comme la maman, ne se retrouve plus parce qu'il y a des méthodes psychologiques qui consistent à conditionner l'enfant par la suite à lui faire croire que sa maman Doar, qui c'est pas pour lui, l'a abandonné. Eh bien, j'ai fait une proposition officielle, je l'ai fait publiquement, j'en ai beaucoup parlé avec le collectif. La majorité du collectif soutient cette demande et croyez-moi, ça commence à les faire trembler. Oui, je veux que soit changée l'ordonnance de 58 concernant les magistrats, qu'à l'intérieur de cette ordonnance, on remette leurs responsabilités pénales et qu'ils soient jugés par un tribunal populaire pour moitié composé de policiers, de gendarmes et de militaires. Oui, je l'assume. J'ai énormément d'amis magistrats, énormément d'amis policiers. Je parle toujours d'une minorité, mais pourquoi je parle de cette minorité? Pourquoi réfléchissez au fait que pourquoi cette minorité est puissante? Parce que cette minorité pédocriminelle, comme elle rend service à des gens placés tout en haut, cette minorité pédocriminelle, où il y a des magistrats et des flics placés, ils ont des promotions fulgurantes. Donc les magistrats qui sont en dessous, qui se battent et qui veulent révéler les vérités, on les étouffe, forcément. Mais ça reste une majorité de gens qui sont de notre côté. Il y a des magistrats, il y a des policiers qui me disent de continuer. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que depuis peu, et j'en suis fier, j'ai révélé que des lycéens commençaient de plus en plus à vouloir se battre à nos côtés. Et ça leur fout la trouille. Parce que pendant longtemps, on a voulu faire croire que les lycéens, ils se préoccupaient uniquement des phoques sur la banquise. Non. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave il n'y a pas très longtemps. Des lycéens, très courageusement, commencent à aller sur les réseaux, les plateformes pour jeunes mineurs, et ils commencent à piéger des pédocriminels et des pédocriminels. Ils leur donnent des rendez-vous dans des parcs, ils les filment, ils retranscrivent tous les SMS, tous les mails,
ils donnent ça à la police. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Le lendemain matin, des policiers viennent chez eux en leur disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que le plaignant, c'est-à-dire le pédocriminel, pourrait vous poursuivre pour diffamation. » Eh bien, ils en ont marre, nos lycéens. Qu'est-ce qui s'est passé à Épinal il y a moins d'1 an? Ils ont fait tomber un enseignant. Le préliminaire de la vice-procureure, ça a été de s'adresser aux lycéens en leur disant « Mais vous n'êtes pas des justiciers, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, vous allez faire des émules. » Eh bien, nous tous, on leur dit « Continuez à faire ce que vous faites, faites des émules et coincez ces pédophiles, ces pédocriminels. Parce que vous êtes notre fierté aussi, tous les lycéens que vous êtes. » Les lycéens sont en train de nous rejoindre. Ils le savent. Les lycéens vont faire très mal. Parce que j'ai parlé avec des lycéens. Et ils m'ont dit exactement, presque par miracle, ce que j'avais dit dans la vidéo de Nexus il y a 2 jours. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ils se battaient de manière extrêmement forte. Parce que les enfants victimes, un lycéen, c'est entre 15 et 18 ans. Les enfants victimes, ils ont entre quel âge et quel âge? Bon, je vous passerai l'horreur, il y arrive qu'il y ait des fois parfois des nourrissons. Mais en moyenne, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Eh bien, c'est leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et ils ont peur pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et comme ils sont en train de se rendre compte que là, en France, on fait des coups de filet médiatiques où on arrête des gens qui sont déjà fichés, eh bien, ils se disent que la marchandise, c'est pas trop bon ce qu'on nous vend. Donc, comme ils sont surtout entre eux et qu'ils évitent de regarder les chaînes en continu, eh bien, eux, ils ont décidé de se battre. Et il ne faut pas croire, j'ai parlé à certains gilets jaunes constituantes, un peu matadors, surtout un d'ailleurs, il se reconnaîtra. J'ai rencontré un lycéen qui s'exprimait de la même manière, peut-être même un peu plus virulent. Donc, je vous dis que les lycéens sont en train de nous joindre. Je vous dis aussi, et c'est assez étrange parce que pendant longtemps, ils se sont tus. Les Français patriotes de confession musulmane se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils étaient pris à partie par Emmanuel Macron. Il hait, bien sûr, les enfants. En tout cas, il ne les aime pas, puisqu'à chaque fois que je l'ai saisi, il ne m'a jamais répondu. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, je te lance un défi public. Tu ne réponds toujours pas, Manu. Moi, je voudrais bien que tu me défies. Ça ne sera pas Marine Le Pen en face. Et ça ne sera pas les gameliers que tu as l'habitude d'avoir. Mohamed Ali, il veut Joe Frazier. Donc, Emmanuel Macron, je vous le dis publiquement, il a peur qu'on ait un débat l'un face à l'autre. Il a peur. Donc franchement, n'ayez pas honte de moi. Et quand je dis ça, je sais pourquoi je le dis et j'ai les dossiers qu'il faut. En plus de ça, Emmanuel Macron, si tu veux être un peu crédible, il y a 2-3 personnes qui doivent virer de l'Élysée, qui te conseillent à l'oreille certaines choses, alors que l'un a été témoin de la défense et administrateur d'une association où le directeur a été condamné à 11 ans de prison en 2011 pour viol sur mineur. Ce gars-là, tu devrais quand même le virer de l'Élysée, Emmanuel Macron. Et l'autre, qui a déjà fait de la prison pour des questions de drogue, s'est arrangé pour sauver l'enfant d'un milliardaire français, mais c'est pas de sa faute, il a le droit d'être milliardaire. Il n'a pas eu peut-être la chance d'avoir cet enfant-là, donc lui, je ne vais pas l'incriminer, mais qui s'amusait avec ses potes people à se distribuer des fichiers pédopornographiques. Ah putain, le délire, les mecs, c'est sûr, de voir des enfants violés... c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre. Ça, on ne va pas s'entendre. Et la séparation, elle est peut-être là aujourd'hui. Et c'est pour ça que récemment, et j'en parlais avec des amis, oui, musulmans, parce qu'ils n'étaient pas dans ce combat jusqu'à ce jour. Ils n'étaient pas dans ce combat, je le dis. Et là, ils sont en train de se rendre compte que, le séparatisme, il est là. Entre ceux qui se battent pour sauver les enfants et ceux qui s'arrangent pour que les enfants continuent à être violés. Et elle est juste là, la séparation. Elle est d'abord là. Et moi, je peux vous surprendre à chaque fois, mais il y a une personne que je tiens à remercier. Alors, vous me dites, mais putain, comment ça se fait que tu remercies cette personne? Moi, je sais pourquoi je la remercie, et cette personne sait pourquoi je la remercie. Je ne fais pas de politique. J'en ai fait, j'ai appelé à certains à voter certains candidats. Moi, je ne suis pas un type, je suis fait de chair et de sang, comme vous. J'ai fait des choix dans ma vie. Aujourd'hui, je suis complètement pris par ce combat, que ce combat. Donc voilà, je n'ai pas d'empreinte politique, absolument pas. Mais je remercie Ivanka Trump, publiquement. Et à chaque fois que j'interviens, je la remercie. Parce que ça peut vous paraître surprenant, mais c'est la grande classe.
par rapport à la défense des enfants victimes. C'est vraiment la grande classe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Quand Donald Trump a été élu président des États-Unis, Ivanka, qui depuis 2 ans préalables, s'était juré auprès d'un groupe de gens dont je faisais partie, qui mettrait comme priorité le trafic humain. Trump, élu, a signé un décret applicable le lendemain, peu de gens parmi vous le savent, qui a étendu la poursuite des trafics humains jusqu'au bien matériel de ces gens. Et si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que grâce à ce décret, aujourd'hui en France, des Français peuvent faire défendre leur dossier par le FBI. Parce qu'à partir du moment où ça rentre dans le cadre de la loi fédérale américaine, où il y a eu l'étendue de la chasse des pédocriminels et de leurs biens partout où ils sont, aujourd'hui, le FBI garantit aussi la protection des enfants français. C'est énorme ce que je vous raconte, mais entendez-le bien, et c'est énorme. Alors, je vous avais aujourd'hui garanti, pour ceux qui ont entendu la vidéo il y a 2 jours, parce que bon, parfois je m'amuse, entre guillemets, à donner les noms. J'avais promis... Oh. Voilà. Donc, il y a une chose qui se passe à Paris, mais qui se passe probablement ailleurs. Et s'il vous plaît, la moindre personne à qui ça arrive, prenez contact avec moi en urgence. En urgence. Ça, j'insiste, c'est une marque d'un signe pédocriminel, d'un réseau pédocriminel. Si vous avez connaissance qu'un de vos enfants est amené à l'étranger à votre insu, ou qu'une pièce d'identité d'un de vos enfants est changée à votre insu, sans votre signature, ce qui est interdit en France, vous m'alertez de toute urgence. Parce que là, on peut sauver votre enfant dans l'heure. Dans l'heure. Vous entendez? Dans l'heure. Je pourrais, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de... Je pourrais sauver votre enfant dans l'heure. Entendez bien ce que je vous dis. Je termine. Est-ce que le message est clair? Si autour de vous, il y a une personne, n'importe qui, une de vos connaissances, dont les enfants sont amenés à l'étranger, où ils ont été victimes d'agressions sexuelles, où ils ont été témoins de partout, ce qui a été le cas de mes enfants, à votre insu, sans vos signatures et que les pièces d'identité sont changées dans les préfectures, vous me prévenez dans l'heure. Entendez-le, dans l'heure. On rendra l'affaire publique. Vous verrez des agents américains et d'autres pays intervenir dans l'heure. On sauvera vos enfants dans l'heure. Pour ça, je m'en porte garant. J'insiste. Et je vais vous dire ce qui se passe à la préfecture de police de Paris. À la préfecture de police de Paris, comme vous le savez, je ferai une digression. Pour le coup, je parlerai de mon affaire, puisque c'est un parallèle concret. Mes enfants, dans une des auditions, mon fils avait 5 ans, il a révélé à 2 policiers qu'il avait été amené en avion en Égypte. Sa mère n'est pas du tout égyptienne, hein. Mon ex-compagne est alsacienne. Alors pour vous dire, on est loin des critères méditerranéens. Hein. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'audition de police, je me dis c'est pas possible. Même un ministre en France ne peut pas changer la pièce d'identité de son enfant, divorcé ou marié, sans la signature de sa femme ou de sa conjointe. C'est impossible. C'est impossible. Comptez bien, j'insiste, c'est impossible. C'est impossible. Donc j'ai commencé à me battre pour avoir accès à mon dossier, comme j'ai l'autorité parentale conjointe, de mes enfants à la préfecture de police de Paris. Et là, bizarrement, normalement, quand vous faites cette démarche, on vous téléphone, on dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, vous venez, vous voyez le dossier, bon. Il a fallu 4 lettres recommandées avec accusé de réception. On m'a fait languir pendant plus de 4 mois et demi pour avoir accès au dossier. Bon. Quand j'ai eu accès au dossier, je vous dis, bon, c'est un secret pour personne, je connais beaucoup de monde. Et c'est pour ça, croyez-moi, soyez fiers, soyez rassurés. Je suis en très bonne santé physique et psychologique. Ils ne m'assassineront pas, ils ne vous assassineront pas. Quand j'ai eu accès au dossier, j'ai découvert que mes enfants avaient eu leur passeport changé, ainsi que leur pièce d'identité, à mon insu, sans ma signature. Et que dans le dossier,
il y avait un document qui avait disparu, que, pas de chance pour eux, hein. J'avais copie de ce document. Donc je suis venu avec une chemise dans laquelle j'avais mis ce document. Et je me suis retrouvé en face d'une jeune fille qui s'appelait Justine Verrière, bizarrement qui a été mutée depuis. Et j'ai regardé le dossier en entier, j'ai fait le con, hein, parce qu'on est tous des cons pour eux, hein, on est des naïfs. Hein. Bon. Et puis j'ai dit, mais c'est quand même bizarre, les pièces d'identité de mes enfants ont été changées, comment ça se fait que vous ne m'avez pas averti? C'est interdit. Ah bon, ah bon, ouais, c'est quand même encore très bizarre, c'est que il y avait un document écrit, je crois, que mon ex-compagne avait reçu le 16 septembre 2016, lettre numéro tant, qui disait: je vous informe que l'état civil du père de l'enfant, M. Morat de la Table, a fait l'objet d'une usurpation d'identité. Ainsi, il est impératif de s'assurer de l'identité de ce dernier. L'attestation ci-jointe doit être dûment remplie et signée par le père, ainsi que la copie de la carte d'identité ou du passeport. Et là, elle m'a regardé avec des gros yeux, et j'ai ouvert la chemise, et je lui ai montré la lettre qui avait disparu. La première réflexion qu'elle a eue, ça a été de me dire, vous savez quoi? Non mais il faut presque en rire, quoi. Comment ça se fait que vous avez eu cette lettre? J'ai dit, non, non, madame, comment ça se fait que cette lettre a disparu? Comment ça se fait que des documents au sein de la préfecture de police de Paris disparaissent? Est-ce qu'on est encore en France? Sommes-nous encore dans une démocratie? Comme je le rappelle souvent, si nous sommes encore dans une démocratie, Emmanuel Macron ne finira pas son mandat. Les initiés comprendront ce que je veux dire. Et effectivement, ces 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, j'ai saisi le secrétaire général en mail direct et personnel pour lui dire qu'il se passe des choses très graves chez vous. Il a prévenu M. Delpuech, préfet de police de Paris, qui a alerté et signalé tout ça au vice-procureur, qui était à l'époque M. François Bonnecarrère, un homme extrêmement dangereux, qui était en charge de la déradicalisation. J'ai demandé contre lui, je le rends public, une enquête internationale, parce que, au prétexte de la déradicalisation, nous voulons savoir combien d'enfants, parmi ceux qu'il a fait placer arbitrairement, ont été violés, sodomisés et torturés. Et puis s'il n'est pas content, eh ben, on se retrouvera tous les deux devant un juge d'instruction. Aujourd'hui, les juges à Créteil refusaient tout jugement de cet homme, au prétexte de mon affaire. Eh bien, il s'est amusé à classer sans suite. Il s'est amusé à ne pas regarder ce qui se passait. Et depuis 4 ans, ça dure. Ce qui aurait dû être réglé en un quart d'heure. Manifestement, un agent pédocriminel déviant de la DGSI, en vrai, ils sont 3, pour ne rien vous cacher, sont intervenus. Mais moi, je vais vous donner publiquement les noms des 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui ont agi dans mon dossier. Bien sûr, je porte plainte contre eux, et j'ai déjà porté plainte pour corruption, complicité de corruption de mineurs, non-assistance à mineurs en danger, disparition et destruction de pièces officielles. Bien sûr, la gravité de ces faits engage la responsabilité de l'État français. Donc ces 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris se nomment M. Julien Borne-Santoni. On ne vous remettra pas une médaille, hein, M. Borne-Santoni. Hein. Madame O. Rousseau, Madame Verrière et Madame Bouzet-Boudja. Ces 4 personnes qui sont intervenues dans mon dossier devront rendre des comptes prochainement au procureur de Paris qui a été saisi de l'affaire pour des faits extrêmement graves. Vous vous rendez compte d'une chose qui est délirante. On se dit, mais ça ne peut pas se passer en France. Maintenant, ils arrivent à amener nos enfants à l'étranger, à les torturer, à les rendre témoins de partouze. Les enfants témoignent. Bon, on va dire que l'enfant a menti, parce que c'est la norme aujourd'hui. Hein. Ils disent, oh, mais depuis l'affaire Outreau... Mais maintenant, on sait que l'affaire Outreau, c'est les enfants qui avaient raison. Non mais, conflit familial, non, il n'y a pas de conflit familial. Des pièces qui disparaissent dans un dossier, c'est ni le fait du père, ni le fait de la mère. Eh bien, aujourd'hui en France, ils arrivent à amener vos enfants à l'étranger. Le réseau pédocriminel déviant au sein de la DGSI. Là, n'importe qui parmi vous. Ils prennent votre enfant, ils l'amènent à l'étranger, ils le violent, ils le sodomisent, ou bien à la rigueur, s'ils l'épargnent, ils font des partouzes devant lui, et derrière ça, si votre enfant a le courage de témoigner, ce qui a été le cas du mien, mon petit Naël, mon petit chéri, ces enfoirés à qui j'avais dit à mon fils, tu peux leur parler, c'est la police, il faut leur faire confiance. Eh bien, bande de salauds, je peux vous dire une chose. À ceux qui ont mis le nez dans mon dossier, vous n'allez pas vous en sortir. Et à ceux qui ont mis le nez dans les dossiers que je défends aujourd'hui, vous n'allez pas vous en sortir.
il faut que vous sachiez tous que quand vous avez affaire à un policier, quand vous avez affaire à un policier, quand vous avez affaire à un magistrat, quand vous avez affaire à quelqu'un dont vous subodorez qu'il est susceptible de tricher ou de trahir, renvoyez-lui dans la figure l'article 40 du Code pénal. Je vous donne des éléments de langage. Article 40 du Code pénal. Et d'ailleurs, M. Darmanin sera obligé de me recevoir. Gérard Moussa Darmanin, je te le dis publiquement, dans ma délégation, et je te le dis par avance, il y aura un membre des Gilets jaunes constituantes. Je te le dis, Gérard Moussa Darmanin. Il y aura effectivement, parce que tu seras obligé de me recevoir au nom de l'article 40. Parce que l'article 40 du Code de procédure pénale impose l'obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, dans l'exercice de leurs fonctions, de signaler des crimes ou des délits dont ils ont connaissance. Donc vous voyez, c'est vous le rapport de force. Apprenez nos lois. Parce que les gens qui violent nos lois, ce sont des gens qui sont parfois censés les respecter. Rappelez-leur vos droits. J'insiste là-dessus. Nous avons un paquet, un arsenal juridique à notre disposition. Pourquoi, d'après vous, ils me tapent autant dessus? Pourquoi ils veulent me briser? Parce qu'avec tout un collectif, on travaille sur la méthode à adopter. Je me fous de savoir si parmi vous, il y a des gens qui ont un passé ou un passif. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux de chacun de vous et de chacune de vous, parce que je puise en vous, c'est cette force dans le combat. Mais ne leur donnez pas les moyens de langage pour nous taper dessus. Pourquoi je veux des manifestations statiques? Parce que regardez, ils sont tellement sympas que c'est eux qui nous protègent. Si un élément extérieur qui vient et qui essaie de perturber la manifestation, nous demanderons aux policiers de nous assurer notre protection. Donc, assurez-nous de faire des manifestations statiques. Il y en aura de plus en plus dans les villes de France. Il y aura de plus en plus de gens qui vont se fédérer autour de nous. Et pour le final, j'insiste sur une chose parce que, bon, voilà. Pour l'article civil ou pénal? C'est un article de procédure pénale, article 40 du procédure pénale. Je réponds à une question. En fait, un petit bonjour du ciel de là où il est à notre ami Jean-Pierre Mocky, qui avec un courage incroyable, à l'époque, il faisait honneur à nos artistes. Voilà, c'est bon parce que c'est un peu à l'italienne, on applaudit les morts. Mais toi, Jean-Pierre, tu es toujours vivant, tu es dans nos cœurs. C'est un des derniers entretiens qu'il a donné à la revue Nexus en 2014. C'est vraiment un numéro à lire. Il y a 6 ans, tout était déjà dit. Et il rappelait Iliano Omerta parce qu'il y a des gens du gouvernement, des juges, qui sont des pédophiles. Il fallait quand même avoir une sacrée paire de couilles pour le dire à l'époque. Hein. Et ça, j'insiste. Alors, moi qui serais... il y a un truc assez délirant. Je voudrais conclure là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui récemment m'ont dit ouais, mais monsieur Latta, vous comprenez, c'est pas toujours évident de se battre, comment avoir confiance, ça fait des années qu'on se bat. Non mais, je vous réponds franchement, vous croyez pas que ça fait moi aussi des années que je me bats? Ouais, j'arrive là, un cheveu sur la soupe, ça fait 4 ans. 5 ans exactement, mais ça fait 4 ans que je me bats. Ça fait 4 ans que j'en prends plein la gueule. Ce que vous vivez, pour beaucoup d'entre vous, je l'ai vécu. Les décisions arbitraires, les falsifications d'enquête, les pièces qui disparaissent. Moi, je vous comprends. J'arrive pas en costard-cravate à vous dire comment il faut faire. J'ai pas de plan d'ingénierie sociale. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle de bienveillance. Alors certains parmi vous m'ont dit, mais c'est quand même pas facile de les choper, de les faire tomber. Je vous dis, ils ont très peur en ce moment, ils sont au bord de la crête. Moi, je vais vous donner un exemple concret des moyens qu'ont les gens qui nous aident aujourd'hui. Alors, les policiers qui nous filment, je vous fais un petit coucou. Les gens qui sont avec nous, que j'ai convaincus, sont des gens qui ont beaucoup de moyens. Je peux vous assurer que même dans les services secrets français, il y en a beaucoup qui sont écœurés de savoir qu'au sein de la DGSI, il y a une minorité de pédocriminels. Vraiment. Ils n'en sont pas fiers. Alors moi, il s'est passé une chose assez délirante parce que quand vous commencez à être vraiment dans le combat, ils font ce qu'ils font à Stade Maillot, c'est qu'ils essaient de faire ce qu'on appelle de l'accusation inversée. C'est qu'à un moment, ils se disent, mais
Tiens, Morad El Hattab, il se bat contre la pédocriminalité. On va essayer de faire croire que lui, c'est un pédophile. Parce qu'ils en ont rien à faire, eux. Hein. Ils sont tellement tarés qu'ils se disent, mais après tout, ça peut marcher. Bon. Et notre ami Stan est en prison, il a pris 4 ans. Et donc, ce qui s'est passé, là, c'est un scénario hollywoodien. En 2017, on met dans ma boîte aux lettres une photo porno de mon ex-compagne. Mettez-vous à ma place. Quelques mois plus tôt, mon fils, dans une audition, avait dit que sa mère avait des déviances. Moi, je le dis en toute vérité, moi, je ne suis pas dans un conflit familial. Moi, je pense qu'elle est tombée dans des mains de mauvaises personnes. Malheureusement pour elle, elle a cru qu'elle pourrait se servir d'eux pour me détruire. Je ne sais pas, en sorte de vengeance personnelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est prise au piège de ce réseau. Donc moi, j'ai pas de haine. Moi, tout ce que j'essaie de sauver, c'est mes enfants et vos enfants. J'ai fait un énorme travail spirituel pour ça, hein. Croyez-moi. Donc, j'ai plus de la peine dans quoi elle a été entraînée qu'autre chose. Voilà. Et ça reste la mère de mes enfants. Donc, il y a 3 ans, on m'a mis une photo porno. Bon, j'ai mis du scotch. Hein. Donc, pour ceux qui filment, ça ne sera pas censuré par YouTube ou Facebook. Donc, on m'a mis une photo pornographique de mon ex-conjointe dans une certaine posture. Hein. Donc, vous imaginez, je me réveille un matin, je vais à la boîte aux lettres, et je vois ça dans la boîte aux lettres. Ça correspondait à quelque chose d'assez proche de ce qu'avait dit mon petit. Et donc je porte plainte. À l'époque, il y avait 7 personnes qui avaient vu mes enfants lorsque j'étais encore, je les avais en garde une fois tous les 15 jours, la moitié des vacances scolaires. Et mon petit, de manière naturelle, spontanément, racontait que sa maman jouait avec des kikis. D'ailleurs, il y a eu un rapport dans l'école où il était. Il y a eu un signalement fait par l'école. Et François Bonnecarrère s'est amusé aussi à classer sans suite. Il faudra vraiment qu'il rende des comptes. François Bonnecarrère, je me battrai jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas que moi que tu as fait victime, plaignant. Il n'y a pas que mes enfants que tu as fait victime, il y a plein d'autres enfants que tu as fait victime. Je me battrai jusqu'à ce que tu sois radié de la magistrature, ainsi que Géraldine Charles et ceux qui vous ont aidé pour ce faire. Mais ce type-là s'est amusé à faire en sorte que aucun des 7 témoins soit entendu. 7 personnes avaient attesté sur l'honneur des personnes à qui j'ai aucun lien de parenté. Et la photo, il n'a pas fait d'enquête. Vous savez ce qu'ils ont fait pendant 3 ans? Mais ils se sont dit que Morad El Hattab, et là c'est une plainte récente, hein, c'est en fonction de ce qu'on est en train de faire. Hein, parce que ça, il faut que vous le réalisiez. Bizarrement, tout récemment, elle m'a envoyé un SMS au mois de janvier, je crois, en me disant, bizarrement, oui, je ne t'envoie pas des photos des enfants alors qu'elle ne m'en avait jamais envoyé. Je parle aux photos de mes enfants depuis 4 ans que j'achète à leur école, parce que vivent aussi beaucoup de parents plaignants. Et elle m'a écrit, parce que tu détournerais les photos pour faire des photomontages que tu mettrais sur des sites pervers. Je vous raconte cette anecdote parce que vous allez comprendre pourquoi il y a des gens très puissants qui nous aident. Hein. Écoutez jusqu'au bout. Donc je porte plainte au mois de février dernier. Au mois de février dernier, je porte plainte en disant « Mais attendez, c'est quand même très grave. Je suis accusé de faire des photomontages. À part Word, moi, en tant qu'écrivain, je ne sais même pas me servir d'un ordinateur. Voilà. Et en plus de ça, je mettrai ça sur des sites pervers, des sites pornographiques. Ah ouais, alors le policier qui est en face de moi, très honnête, il prend ma plainte comme la majorité des policiers, j'insiste. Parce que les pédos, ça se passe au-dessus. Hein. Il prend ma plainte et il me dit, je lui dis, écoutez, je veux une confrontation, les faits sont quand même extrêmement graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été convoquée à Versailles. Et à Versailles, elle est tombée sur une policière, je vais vous donner son nom, je crois qu'elle s'appelle Mademoiselle Galis. Et à Versailles, la policière qui l'a reçue, bien sûr qui avait reçu des ordres des pédocriminels déviants de la DGSI, lui pose aucune question sur la photo. Elle lui a dit, est-ce que vous avez envoyé ce SMS? Elle dit, oui, oui, mais il est sorti de ce contexte. Putain, il y a des gilets jaunes qui rêveraient de ça quand même, hein. Bon. Je connais à force comment il faut faire. J'écris au procureur de Versailles pour demander la procédure d'enquête préliminaire. Je vous invite à le faire, vous avez le droit de le faire. Et là, je tombe des nues
je tombe sur l'audition qui fait même pas une page et demie, elles ont bu le café ensemble. Hein. Elle dit un truc incroyable, mais vous savez qu'il a fait un photomontage de moi qu'il avait mis sur un site pornographique. Et à 2 reprises, elle reconnaît que c'est bien une photo de sa personne, mais que c'était un photomontage. Alors là, je me mets bien sûr en prière. Je prie Saint FBI, Saint FSB, Saint MI6, 5 MI5. Pour certains, ils auront reconnu qui. Et je leur dis, s'il vous plaît, il faut absolument m'aider. Il faut absolument aider ce mouvement. Parce qu'il y a une grande confiance qui est née entre nous. Et ils savent qu'aujourd'hui, je peux les aider grâce à vous. Mais là, cette photo, elle me cause un vrai problème. Parce que dans son audition, elle dit, vous vous rendez compte, sur Twitter, il met des publications à caractère pédophile. Alors que sur Twitter, je mettais des publications pour dénoncer la pédophilie. Et la policière signe ce torchon. Et s'apprêtait à me faire passer pour un pédophile. Là, j'ai saisi du monde. J'ai saisi du lourd. Et certains m'ont fait savoir, très habilement, Morad, on va t'aider. Et tu peux dire à tout le mouvement qu'on mettra tous les moyens qu'il faut pour qu'ils ne puissent pas les piéger. Et après, quelques jours après, c'est pour vous dire les moyens, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. C'est un miracle. Grâce à ces gens-là, probablement par une méthode de reconnaissance faciale, ils ont retrouvé le site internet où était la photo. Donc ce n'est pas un photomontage. Et au regard de ce qu'elle avait dit, c'est bien elle sur la photo. C'est un scénario à l'américaine. Un innocent, on a voulu me faire croire par un photomontage, au prétexte d'un photomontage, et de ce qu'ils avaient mis dans ma boîte aux lettres, que moi j'étais un pédophile. Maintenant vous connaissez les méthodes de ces gens-là. Mais vous savez aussi qu'aujourd'hui il y a des gens qui les combattent en haut lieu. Des gens qui arrivent à nous faire donner la vérité. Parce qu'il y a 4 commissariats à Paris, le 7e arrondissement, le 8e arrondissement, le 13e arrondissement et le commissariat de Versailles, qui n'ont jamais fait d'enquête, qui n'ont jamais cherché à savoir la réalité de la première photo que je vous ai montrée. Or, s'ils avaient fait leur boulot, s'ils avaient fait une enquête, ils auraient pu éventuellement trouver l'origine de la photographie sur un site porno français, vu plus de 17 000 fois. Vous voyez leur méthode? Vous voyez de quoi ils sont capables? Vous voyez pourquoi je me bats pour vous? Et pourquoi vous n'allez pas avoir peur de moi? Et pour moi? Et pourquoi je suis là? Vous comprenez maintenant pourquoi j'irai jusqu'au bout? Voilà de quoi ils sont capables. Donc il y a des gens qui sont avec nous. Une minute. Il y a des gens qui sont avec nous. Il y a des gens très haut placés qui nous mettront à notre service beaucoup de moyens. Comprenez que ces gens sont dans l'ombre. Il est question de beaucoup de pays étrangers, qu'on en a marre de ce qui se passe en France. J'ai pris récemment la cause d'une jeune fille ukrainienne qui a été violée en France, d'une jeune fille turque. Comme quoi, il y a aussi des enfants d'origine, entre guillemets, étrangère par leurs parents qui se font violer en France. Donc c'est pour ça que maintenons cette cohésion entre nous, maintenons cette bienveillance. On dira plein de saloperies sur les uns et les autres. À la rigueur, on s'en fout. Ne vous préoccupez pas du messager. Préoccupons-nous que du message. Le message, il est un. Les gilets jaunes se sont fait avoir, excusez-moi du peu, sur le fait que on a tellement exposé les messagers qu'on a fait oublier aux Français le message. Qu'était quoi le message? On était en train de paupériser les Français. On était en train de faire en sorte qu'un système effectivement subversif faisait en sorte que dans un pays riche comme la France, il y ait de plus en plus de pauvres. J'en sais quelque chose, j'ai écrit 6 livres là-dessus. Donc, aujourd'hui, restons solidaires. Il y a la pédosphère qui va se mettre en marche. Ils ont peur que leur nom sorte. Et je vous donnerai un dernier exemple. Il y a actuellement des candidats à la présidentielle. Il y en a un en l'occurrence à qui je vais poser une question publiquement. Publiquement. Parmi les candidats à la présidentielle, le nom qui ressort le plus souvent en ce moment comme étant celui qui prendrait la tête des Républicains face à Emmanuel Macron, mais moi je vais vous dire une chose, à toutes, si nous restons en démocratie, réfléchissez bien à cette phrase, si nous restons en démocratie, Emmanuel Macron ne finira pas son mandat. Voilà, c'est une prédiction. Autre chose, ça ne sera pas Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Les Français n'en veulent pas.
et les médias qu'ils arrêtent de l'imposer. Par contre, parmi les candidats qu'on nous annonce, il y a un dénommé Xavier Bertrand. Vous dites, putain, Xavier Bertrand, là, tous les jours, vous le voyez à la télé en ce moment. Oh, c'est éventuellement un des futurs candidats contre eux. Alors moi, je pose une question publiquement à Xavier Bertrand. Je l'accuse de rien. Mais il y a un proche de Xavier Bertrand qui est mêlé à l'affaire Epstein. Et c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Mulot, M-U-L-O-T. Il était représentant de la région Hauts-de-France à Londres. Monsieur Jean-Paul Mulot, pour se défendre, a déclaré au Daily Nord, parce qu'on lui a posé la question, comment ça se fait que vous êtes dans les carnets d'Epstein? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Jean-Paul Mulot, pour sa défense? C'était en 2019. J'ai rencontré Jeffrey Epstein une fois il y a 15 années, lors d'un repas à l'Orangerie à Paris. Il était affreusement mal élevé et odieux avec les serveurs. Il a crié sur un serveur « Chicken, chicken ». Je suis resté une trentaine de minutes. Ce que je dis, je ne peux pas être poursuivi par diffamation, c'est sourcé, c'est sur Internet. Alors moi, je pose une question. Comment ça se fait? Pourquoi Jeffrey Epstein avait au moins 6 numéros de téléphone de monsieur Jean-Paul Mulot et de son épouse dans son carnet? Un type qui raconte qu'il l'a vu qu'une fois, il y a 15 ans. Ah, d'accord, je veux bien. Mais comment ça se fait que Epstein, il a 6 numéros de portable qui correspondent à ta personne, à ceux de ta femme? Et puis il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est qu'à côté d'un des numéros de téléphone sur les carnets, il y avait, je crois, le digicode de leur château de Puisieux qui figurait dans le carnet. Alors, monsieur Xavier Bertrand, moi je vous pose la question publiquement. Vous dites que vous voulez être candidat pour la France et représentant les Français. Comment ça se fait que vous avez choisi ce monsieur qui était dans les carnets d'Epstein et qui était des représentants français dont Epstein avait le plus grand nombre de numéros de portable et qui dit l'avoir vu qu'une seule fois il y a 15 ans? Alors, je veux bien qu'on nous prenne pour des imbéciles, mais là c'est un peu énorme. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer, les ramifications. Comment en France on est en train de nous exposer un éventuel candidat? Xavier Bertrand doit s'expliquer sur cette relation. Monsieur Mulot, je l'invite très fortement à traverser l'océan, à aller voir les agents du FBI et leur dire toute la vérité, car je pense que son espérance de vie risque d'être très courte. C'est pourquoi, je vous le dis encore une fois, notre combat, pourquoi il est puissant? Aujourd'hui, il est international. Notre combat est international. Entendez-le bien. À chaque fois que vous verrez une maman plaignante française, comprenez une chose, c'est que à travers le monde, il y a des gens qui sont prêts à les défendre et à les sauver. Je vais en conclure, simplement pour dire aussi merci à des mamans plaignantes avec qui j'ai travaillé récemment sur 2-3 dossiers. Sabrina Bourré, bien sûr, Nadine Plestan, et tant d'autres, Célia, Mounia, certaines dont j'ai pas forcément envie de citer leur nom parce que ils ont des dossiers en cours, donc on ne va pas leur porter atteinte dans le cadre de leur procédure. Mais sachez une chose, ce serait mon message définitif. Moi, je vous aime, je me battrai jusqu'au bout, et je suis riche de votre bienveillance à mon endroit. J'ai des défauts comme tout le monde, mais c'est un défaut que je n'ai pas, c'est de ne pas tricher. Et avec vous, j'irai jusqu'au bout. Merci. Merci Morad, merci à toi, merci. Je passe la parole à un tout dernier intervenant qui vient de Lyon et je vous donne aussi rendez-vous pour le dimanche 8 novembre. Dimanche 8 novembre, c'est le deuxième week-end du mois de novembre. Nous tiendrons ce rythme aussi longtemps que nécessaire. Rendez-vous donc dimanche 8 novembre. Je ne sais pas encore quel lieu nous choisirons avec le collectif d'organisation. Bien sûr, vous serez tenus au courant. Ami, je te laisse la parole quelques minutes parce que nous devons terminer à 18h, 18h10. Et voilà, ça nous permettra d'avoir le temps de ranger et de parler les uns avec les autres. Merci encore une fois à chacun d'entre vous. Merci. Ouais, merci Christian. Bon voilà, moi j'arrive de Lyon. Vous devez me connaître sous le nom de Criminal Leaks, C-R-I-M-I-N-A-L, Leaks, L-E-A-K-S.
Donc poste pas mal de vidéos. J'ai créé des groupes sur Facebook, le FLMEAZE, le Front de libération des enfants maltraités et emprisonnés par l'aide sociale en France. J'ai créé aussi la liste ABERGE, la liste des assassins et bourreaux d'enfants à éliminer rapidement et définitivement. JDE, juge des enfants, et MASE, membre de l'aide sociale en France. Personnellement, on m'a pris mes 2 enfants de 14 et 34 mois. Vous pouvez voir les vidéos. L'une, vous voyez ma fille qui pleure, que j'ai intitulé Meurtre de bébé par ASE en direct. Elle s'accroche désespérément à moi, à son père. Et l'une autre, où j'ai mis mon fils de 14 mois, à Rabat, où on le voit rire. C'est la première vidéo de la chaîne. Et en fait, mes enfants ont été accusés de trop aimer leurs parents. Ça a été le motif du retrait de mes enfants, de l'emprisonnement de mes enfants. Et c'est indiqué noir sur blanc sur le jugement, les enfants auraient des signes de troubles de l'attachement. Et normalement, leur mesure devait se terminer le 31 mars. Le 31 mars 2020, parce qu'ils les ont pris le 19 septembre. Donc le 31 mars 2020, j'étais censé les récupérer. Mais entre-temps, j'avais porté plainte contre la juge, contre la juge personnellement, et j'ai mis en exergue en fait sa partialité, car malheureusement j'avais connu la juge peu de temps, on va dire quelques temps auparavant à la fac, et cette juge, je l'accusais personnellement par rapport à un acte qu'elle m'avait octroyé une vingtaine d'années auparavant à la fac. Sur ce, elle a été dessaisie du dossier. J'ai eu droit à 3 juges le 30 juin, une collégiale. Paraît-il, c'est une grande première. Dixit la juge, ça serait une grande Dixit mon avocate, ça serait une grande première d'avoir une collégiale, 3 juges, plus une procureure. Et, vous savez quoi? La veille, je suis allé voir une dame qu'on m'avait accusée d'avoir menacée. Une dame que moi-même j'avais sollicitée, puisqu'étant de souche maghrébine, j'avais sollicité pour mes enfants qu'ils soient placés dans des familles d'origine maghrébine et plutôt musulmane. Bon, toujours est-il que mes enfants qui ont été séquestrés du 19 septembre au 19 décembre 2019 au sein d'une famille d'accueil qui était en fait une famille monoparentale, une dame âgée de 65 ans. Et cette dame âgée de 65 ans, ayant été épuisée par les pleurs et cris incessants de mes enfants, a demandé leur séparation. Ce qui a été fait. Et moi personnellement, j'avais porté plainte contre la personne de l'ASE, je m'étais plaint d'elle. Le 24 octobre, elle écrivait à la juge, parce qu'elle n'avait pas voulu appliquer le jugement initial, à savoir qui octroyait 3 fins de semaine sur 4 et la moitié des vacances aux enfants. Elle n'a jamais voulu appliquer en me disant qu'elle était Dieu. Cette dame, je cite son nom, s'appelle Anne-Mathieu Pestay. J'ai mis une vidéo où j'intitule celle-ci « Faites entrer l'accusée, la pédocriminelle Anne-Mathieu Pestay ». Elle a plus d'1 millier de vues. Et j'ai mis une autre vidéo « Faites entrer l'accusée, la magistrate devenue pédocriminelle Anaïs Pétiot » pour avoir bu du SPERME de votre interlocuteur. Et bon, là, plus de 1200 vues. J'ai porté plainte contre cette juge. Jusqu'à présent, je ne vois rien venir. Et n'eût été le fait qu'une dame qui a vu la vidéo de ma fille pleurant, s'agrippant, elle a fait un signalement en indiquant qu'on assassine les enfants Zagouane, en l'occurrence c'est mien. Je fus convoyé au commissariat de police et là j'ai rencontré pour la première fois un OPJ qui a accepté d'enregistrer la plainte contre la juge. Et aussi la plainte contre la personne de l'ASE, la responsable enfance. Cette personne de l'ASE a menti à la juge, j'en ai les preuves irréfutables, et malgré les preuves irréfutables, rien n'a été fait pour les enfants. Pas du tout de libération. J'ai rencontré le président du conseil départemental à Lyon, en l'occurrence, c'est le président de la métropole. Ce monsieur m'a dit, oh, je vais vous faire rencontrer ma subalterne. Et effectivement, j'ai rencontré sa subalterne, je lui ai dit, bon voilà, je vous rencontre, elle me dit, voilà, on va essayer d'apaiser la chose. Je lui ai dit, mais pas point n'est besoin d'apaisement, libérez mes enfants. Elle évidemment m'a dit, mais vos enfants ne sont pas emprisonnés,
Ils sont simplement placés. Je lui ai dit, mais moi, madame, si je vous enferme dans votre bureau ou je vous empêche de sortir de chez vous, vous allez dire que vous êtes emprisonné, n'est-ce pas? Et pas plus tard, 2 jours plus tard, c'était le confinement avec Wuhan. Et là, nous avons constaté que les gens qui étaient confinés à partir du 16 mars se sentaient emprisonnés chez eux. Donc, a fortiori, des enfants en bas âge de 14 et 34 mois qui n'ont cessé de pleurer. Mon fils était, comme qui dirait, drogué. On lui mettait des cachets pour, visiblement, l'endormir. Parce que pendant 3 mois, il se frappait, paraît-il, la tête contre le sol, à 14 mois. Il se frappait, il ne voulait pas dormir. Ils les ont séparés. Là, dernièrement, on m'a changé de personne de l'ASE. Cette personne de l'ASE a menti à la juge en disant que j'avais menacé une personne maghrébine que j'avais moi-même sollicitée. Et quand je l'ai pris sur le fait, je lui ai dit, madame, vous voulez vous soustraire à prendre la place des parents? Aucun problème. Mais vous vous engagez que si, à 18 ans, mes enfants portent plainte et ou bien ils deviennent des criminels, comme 35% des enfants placés à l'ASE, ou s'ils n'arrivent pas au bac, illico, que mes enfants n'ont jamais été violentés.